It's the moment investors around the world wait for, the 9:30 opening of the U.S. markets. Each and every day to go in there, trade your own rent money, not know whether you're going to make money or not, is terrifying to a lot of people. I don't have any clients. I don't have any customers. In a lot of ways, I'm a hedge fund manager in my own family's work, and they trust me. Bonjour à tous et bienvenue sur Road to Wall Street, la chaîne spécialisée dans le trading et l'investissement. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que vous allez pouvoir mettre vos moyennes mobiles à la poubelle en vous présentant un nouvel indicateur. Certains d'entre vous le connaissent déjà certainement, mais je doute que beaucoup d'entre vous le connaissent et je doute également que beaucoup d'entre vous l'aient bien compris. Donc, je vais vous expliquer ça dans cette vidéo. Avant que la vidéo ne commence, pensez à liker la vidéo si les sujets que je traite vous intéressent et que vous voulez voir plus de vidéos. Pensez également à vous abonner et à activer la cloche de notification de sorte à ne pas louper les prochaines vidéos. Donc, on est parti directement sur le sujet. Donc, je vais vous énoncer le sommaire rapidement. Le sommaire de la vidéo, ça va être la définition d'abord d'une moyenne mobile, donc très clair avec le calcul nécessaire pour calculer les moyennes mobiles. Je vais même un peu vous expliquer les différents types de moyennes mobiles pour un petit peu améliorer le concept de moyenne mobile. Après, je vais vous expliquer qu'est-ce que vous devez utiliser à la place des moyennes mobiles, c'est-à-dire je vais vous expliquer ce que c'est un VWAP, donc un Volume Weighted Average Price. Après, par l'intermédiaire de ces deux explications, je vais pouvoir vous définir la différence de façon très claire entre la moyenne mobile et le VWAP. Après, on parlera un peu de l'utilisation retail de ces outils, si j'ai le temps de faire tout ça. Et on parlera également de l'utilisation plus professionnelle de ces outils, qui, vous allez le voir, ne sont pas forcément les mêmes. Après, tout ça, ça reste subjectif, il n'y a pas de vérité établie dans le domaine du trading, mais je vais vous donner un petit peu mon ressenti sur la question. Voilà, donc on est parti sur la partie 1. C'est quoi la moyenne mobile? Alors, c'est très simple. La moyenne mobile, c'est tout simplement le but d'une moyenne mobile, c'est d'établir le prix moyen sur une période donnée. Donc, on va prendre un exemple. On va prendre un exemple sur 20 périodes. Donc, ce qu'on appelle une moyenne mobile 20 périodes. Alors, comment est-ce qu'on calcule une moyenne mobile 20 périodes? Je pense que la plupart d'entre vous le savent déjà, mais ça fera des révisions et ça permettra de tout simplement bien saisir les différences entre moyenne mobile et VWAP. Donc, comment on calcule une moyenne mobile? C'est très simple. On va prendre les 20 dernières périodes. Donc, ce qu'on va appeler 20 dernières périodes, c'est tout simplement selon votre unité de temps ou de volume ou peu importe que vous avez défini, d'accord? Donc, une période, comme vous le savez certainement, c'est pas forcément une période en temps, d'accord? Ça peut être une période en temps, ça peut être une période en volume, ça peut être une période en reversal tick, etc. Donc une période, c'est quoi? C'est une bougie, d'accord? Sur votre graphique, une période égale une bougie. Donc, comment est-ce qu'on calcule cette moyenne mobile? C'est très simple. On va prendre tous les closes des 20 dernières périodes pour une MM20. Donc, on va prendre tous les closes des 20 dernières périodes et on va diviser ça par le nombre de périodes, ce qui va nous donner la moyenne sur les 20 dernières périodes. Vous pouvez un petit peu améliorer ce concept de moyenne mobile qui, là, vous avez bien compris, ne prend en compte que le close de chaque période. Donc, pour améliorer un petit peu le concept de la moyenne mobile, il y a deux autres façons de calculer qui vont être possibles. Vous pouvez prendre sur les 20 dernières périodes l'open, le high, le low et le close, de sorte à avoir 4 valeurs dans votre moyenne mobile. Après, vous divisez ces valeurs par 4, ce qui va vous donner la moyenne entre open, high, low, close. Et puis, vous allez calculer ça sur le nombre de périodes nécessaires. Donc, vous allez faire le même calcul 20 fois sur les 20 dernières bougies. Et de cette façon-là, vous aurez une moyenne mobile un petit peu plus précise qu'une moyenne mobile qui prend en compte uniquement le close. Après, il y a un autre type encore de moyenne mobile qui sont les moyennes mobiles exponentielles qui, elles, vont accorder une pondération plus importante dans leur calcul sur les périodes les plus récentes, d'accord? Donc, on va définir tout simplement un degré de pondération pour chaque période, de sorte à ce que
plus ce soit ancien, moins ce soit important dans le calcul final, d'accord? Et pareil, de cette façon-là, vous pouvez faire soit en utilisant juste les clauses, ce qui est fait la plupart du temps, soit en utilisant le open, high, low clause divisé par 4. C'est à peu près tout ce que vous avez à savoir sur les moyennes mobiles. Maintenant, on va parler du VWAP. Donc avant de parler du VWAP, je vais vous présenter tout de suite son calcul, d'accord? Donc comment est-ce qu'on calcule un VWAP? Le VWAP, c'est très simple. On prend toutes les valeurs qui sont présentes dans les bougies qu'on veut analyser sur la période. Donc admettons un VWAP 20 périodes. On va tout simplement analyser toutes les valeurs présentes dans les bougies sur la période. On va multiplier tous les prix qui sont dans les bougies par le volume tradé. Donc, si vous faites un espèce de volume profile, tout simplement, on peut dire que le VWAP, c'est la moyenne du volume profile. Je vais continuer à vous expliquer ça pour que ça soit bien clair. Donc, pour chaque ligne de prix qui ont été tradées sur les 20 dernières périodes, vous avez un volume qui correspond au volume tradé pour chaque prix, d'accord? Comme si vous faisiez un volume profile. Ce volume qui est traité pour chaque prix, on va donc multiplier chaque prix par le volume, de sorte à accorder une pondération pour chacun des prix par le volume tradé, d'accord? Une fois qu'on a fait ça, on va diviser par la totalité du volume sur la période. Donc, admettons que, on va faire un exemple tout simple où on n'a que 3 prix, d'accord? On a tradé 50 contrats à 100, on a tradé 25 contrats à 101 et on a tradé 100 contrats à 102. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire 100 fois 50, on va faire 25 fois 101 et on va faire 102 multiplié par 100. Et après, le tout, on va le diviser par 175 qui correspond au volume total tradé sur la période. Et en faisant ça, eh bien, on va chercher à pondérer tout simplement cette moyenne qu'on va calculer par le volume tradé. Donc, on va accorder une plus grande pondération quand le volume profile est large versus quand le volume profile est tout fin. D'accord? Donc, évidemment, un prix auquel il y aura eu beaucoup de volume qui est tradé aura beaucoup plus d'importance dans le calcul qu'un prix où il y a eu 2-3 contrats qui ont été tradés. D'accord? Ça, c'est pas très compliqué à comprendre. Je pense que vous avez tous capté ce que je veux dire. Donc, je vais vous afficher le calcul exact. Donc, c'est la somme des prix fois volume plus prix fois volume plus prix fois volume, etc., 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 divisé par la somme du volume de transactions sur la période qui vous intéresse. D'accord? Voilà. Donc, je vous affiche le calcul. Comme ça, c'est carré. Donc, vous avez bien compris que la différence entre une moyenne mobile et tout simplement le calcul du VWAP, c'est la pondération par le volume de transaction. D'accord? Donc, plus on a de volume sur un certain prix, plus la pondération du prix en question dans le calcul est importante. D'accord? Donc, ça nous permet d'avoir quelque chose de plus précis. De plus, au niveau des moyennes mobiles, on prend en moyenne uniquement... Enfin, on prend en valeur pour calculer la moyenne uniquement le close, alors que dans le cadre d'un VWAP, on prend toutes les valeurs, d'accord? On ne va pas laisser des valeurs de côté sous prétexte que on va prendre que le close, d'accord? Ça n'a pas d'intérêt de prendre que le close parce que le close n'est pas la seule valeur de prix qui nous intéresse. Vous avez bien compris dans mon explication que si on veut améliorer un peu la moyenne mobile, on peut tout simplement faire donc open plus high plus low plus close divisé par 4, ou bien on peut utiliser les moyennes exponentielles qui vont prendre plus de pondération pour les dernières périodes. Ceci dit, c'est toujours très très loin de la précision d'un VWAP, d'accord? Donc on va privilégier VWAP parce que VWAP prend en compte toutes les informations relatives à un prix, d'accord? Donc c'est beaucoup plus intéressant selon moi. Maintenant, on va parler un petit peu quand même du choix des périodes et du nombre de périodes. Donc vous pouvez définir évidemment les périodes comme vous le voulez, hein, selon si vous avez un graphique en unité de temps ou si vous avez un graphique en volume, etc. Donc, plus une moyenne mobile prend en compte un nombre grand de périodes, admettons qu'on se mette en daily par exemple, une moyenne mobile 20 va prendre les 20 derniers jours, une moyenne mobile 100 va prendre les 100 derniers jours. Une moyenne mobile 150 va prendre les 150 derniers jours. Donc, le but étant de définir une tendance sur
plus ou moins long terme, d'accord? Maintenant, on va parler un peu de l'utilisation que la plupart des retails font de ces outils. Donc, l'acception de base, c'est que plus un prix est loin de sa moyenne, plus sa tendance est forte, d'accord? Et également, plus la moyenne monte vite ou la moyenne descend vite, plus la tendance est forte. Ce qu'on va aussi souvent vous expliquer, c'est les croisements de moyennes mobiles entre les moyennes mobiles court terme et les moyennes mobiles long terme. Donc, on vous dira la plupart du temps que quand une moyenne mobile 20 passe au-dessus d'une moyenne mobile 50, on a un début de retournement de tendance. Donc, si par exemple tu es en tendance baissière, on a une moyenne mobile 20 qui repasse au-dessus de la moyenne mobile 50, beaucoup de gens vont interpréter ça comme tout simplement un renversement de tendance et un début donc de tendance haussière et inversement réciproque. D'accord ? Vous avez bien compris que si c'est vrai dans un sens, c'est vrai dans l'autre sens. Moi, je ne suis pas un grand fan de cette façon de penser. D'accord ? Certains utilisent également les moyennes mobiles comme support résistance, c'est-à-dire, par exemple, j'attends un retest de ma moyenne mobile pour relancer mes contrats, d'accord ? Ça, c'est pas la plus mauvaise façon de faire, mais c'est pas non plus extrêmement pertinent, d'accord ? Donc ça, c'est la façon dont la plupart des retails vont utiliser ces informations, d'accord ? Sauf que, il faut pas oublier que le but d'un trader, c'est quoi ? Le but d'un trader, c'est très simple. C'est quoi déjà un trader ? Un trader, c'est un marchand. Quand tu es un marchand, ton but, c'est quoi ? C'est d'acheter pas cher, de vendre cher. D'accord ? Donc, l'acception commune que je viens de vous énoncer précédemment, dans l'acception retail de ces outils, c'est tout simplement que plus un prix est cher, plus il faut l'acheter. Et que plus un prix est bas, plus il faut le shorter. Sauf que vous transposez ça à la vie réelle, et dans le cadre d'un marchand qui va trader des biens qui ont une existence physique, eh bien vous allez bien vous rendre compte que tout simplement, ça n'a pas de sens, d'accord ? C'est complètement débile. On va prendre un petit exemple. Si vous voulez acheter une PS5, okay ? Vous voulez acheter une PS5 et le prix moyen de cette PS5, c'est 500 €, d'accord ? Le prix augmente à 600. On va vous dire, on est en tendance haussière, donc il faut acheter à 600 et être content d'acheter à 600. Parce que c'est la tendance. Donc, il faut mieux acheter à 600 parce que ça risque de passer à 600, 700, 800, 900, etc. Vous vous rendez bien compte que c'est un peu con comme façon de penser, de dire j'attends que le prix soit suffisamment haut pour l'acheter. D'accord ? Ça n'a pas vraiment de sens. Maintenant, si on fait l'inverse, qu'on se dit moi j'attends plutôt que le prix il soit en tendance baissière, donc il tombe vers les 400 pour acheter ma PS5, vous vous rendez bien compte que c'est un peu plus logique, d'accord ? C'est juste transposer ça dans un exemple dans la vie réelle pour que vous compreniez que c'est pas forcément très pertinent de se dire plus la tendance elle est forte et plus la tendance elle est haussière, plus j'ai envie d'acheter, d'accord ? C'est tout simplement la meilleure façon d'avoir le pire prix, d'accord ? En règle générale, les gens qui procèdent comme ça, on maximise leur probabilité d'acheter le prix le plus haut et de vendre à découvert le prix le plus bas. Sauf que ce que vous voulez faire dans la vie de trader, c'est l'inverse. Je vais vous mettre un petit exemple en vidéo d'un ancien gérant de hedge fund qui s'appelle Bill Kramer, qui parle du stock Nvidia, donc à l'époque où Nvidia était très haussier et puis où ça s'est fortement cassé la gueule. Et puis je vous invite à regarder, une fois que vous aurez vu cet extrait, je vais vous mettre le prix actuel du stock Nvidia, d'accord, au moment où je parle. Vous allez vous rendre compte que M. Kramer, qui adopte ces stratégies-là de suivi de tendance dans ses analyses, ça le fait faire beaucoup de conneries, d'accord ? Ce qui est classique d'ailleurs, quand on procède de la sorte. I admit to being piggish in Nvidia because this may be a $10 trillion stock. I think Nvidia owns the future. That's why I still love the stock long term, and I view any weakness as a chance to buy more gradually on the way down. I am not saying to buy Nvidia today. I am saying that don't write Nvidia off. And we're short Nvidia, it's a loser. On pourrait également parler des deux génies, par exemple Grand Angle, la chaîne YouTube qui est très vue, là, animée par Richard Détente, et on pourrait également parler de Monsieur Delamarche, qui conseillait tout simplement, quand les indices européens étaient au plus bas et que
la parité entre l'euro-dollar était à 1 pour 1, il vous conseille tout simplement de vendre l'euro à découvert et de vendre les marchés européens à découvert, pensant que cette tendance allait se poursuivre pour je ne sais quelle raison macroéconomique. D'ailleurs, pour la première fois depuis que je gère mon argent, j'aurais bien shorté l'euro si je n'avais pas mieux à faire avec mes sous. D'accord ? Eh bien, tout ce qu'ils ont réussi à faire, c'est de génie. C'est quoi ? C'est de trouver le bottom et donc de shorter et d'inciter leur communauté à shorter les pires prix. D'accord ? Ce qui est exactement l'inverse de ce qu'on va faire quand on est un bon trader. Alors, comment mesurer à quel point est-ce qu'une tendance est forte dans l'acception commune, c'est ça qu'on va dire. Eh bien, c'est au niveau des écarts types, d'accord ? Donc, plus l'écart type par rapport à une moyenne mobile ou par rapport à un VWAP est élevé, plus les gens vont vous dire que la tendance est élevée, d'accord ? Mais la réalité, c'est que c'est juste plus le prix est cher et moins le prix est cher, d'accord ? Selon l'écart type. Donc, ça sert à quoi de calculer un écart type sur une série statistique ? Ça sert à mesurer le niveau de dispersion de la série statistique en question que vous souhaitez analyser. Et donc, ces gens-là partent du principe que plus le niveau de dispersion de la série statistique est fort, plus la tendance est forte et plus, tout simplement, vous allez devoir continuer à aller dans le sens de cette tendance qui est très forte. Sauf que on se rend bien compte quand on fait un peu de stats que plus le niveau d'écart type est élevé par rapport à la moyenne ou par rapport à donc une moyenne mobile ou par rapport à un VWAP, plus tout simplement on a tendance à être arrivé au maximum de l'écart type possible, d'accord ? Donc, c'est pas une bonne idée de se dire ok, là on est vraiment très loin en termes d'écart type, donc la tendance est forte, donc j'achète. Non, il faut plutôt faire, enfin moi personnellement je privilégie plutôt de faire l'inverse. Donc, ces gens-là pensent que plus le niveau d'écart type est élevé, plus la tendance est forte, et moins le niveau d'écart type et plus le niveau d'écart type est élevé, que ce soit à la hausse ou à la baisse, plus la tendance est forte, d'accord ? Donc, en procédant ainsi, la seule chose qu'on va faire, c'est maximiser nos probabilités d'avoir acheté ou vendu le pire des prix, d'accord ? Ce qui est tout à fait l'inverse de ce que vous voulez faire en tant que trader. Donc, maintenant, on va parler de comment est-ce qu'un professionnel va utiliser son volume weighted average price, d'accord ? Donc, le calcul du prix moyen pondéré par le volume. Donc, le professionnel, ce qu'il va vouloir faire, c'est calculer le prix moyen sur plusieurs périodes dans le but de trouver des opportunités et donc d'essayer de chercher les meilleurs prix, d'accord ? C'est simple. Si tu travailles dans un hedge fund ou dans une banque, tu vas pas essayer tous les jours d'acheter au-dessus du prix moyen. C'est complètement con. Tu vois, c'est pas logique, c'est vraiment contre tout bon sens. Le but, c'est quoi ? C'est d'avoir un book rempli de contrats ou d'actions pas chères, que tu as acheté pas cher, pour les revendre plus cher. Le but, c'est pas d'acheter les choses les plus chères du marché pour continuer encore, pour espérer continuer à avoir une tendance, d'accord ? Le but, c'est quoi ? C'est d'être bien placé dans le carnet d'ordre. Celui qui est bien placé dans le carnet d'ordre gagne. C'est toujours comme ça a toujours été comme ça sera toujours comme ça. Donc, quand un prix est sous VWAP, on va privilégier de chercher des achats et inversement, dans le but d'être le mieux placé par rapport à la moyenne des autres investisseurs. D'accord ? Donc, en procédant ainsi, on maximise nos probabilités d'avoir un meilleur prix d'entrée que la plupart des investisseurs. Et celui qui a un meilleur prix d'entrée, il gagne de l'oseille. C'est comme ça, c'est simple, c'est mathématique, ça a toujours été comme ça sera toujours comme ça. Alors, je ne vais pas en dire beaucoup plus ici, que ça soit sur les écarts types de VWAP ou que ça soit sur les écarts types de moyenne mobile. Je vais juste quand même encore vous en parler 2 secondes, mais je ne vais pas trop m'étaler sur mes stratégies personnelles. Donc, si on rajoute un écart type sur une moyenne mobile, quel indicateur est-ce qu'on a ? Réfléchissez 2 secondes, à mon avis, vous le connaissez. Parce qu'il est très très connu celui-là. On rajoute un écart type sur une moyenne mobile. Quand on rajoute un écart type sur une moyenne mobile, on a ce qu'on appelle les bandes de Bollinger. D'accord ? Et la plupart du temps, les gens, l'usage qu'ils font des bandes de Bollinger, c'est des usages qui sont un petit peu bizarres. D'accord ? Mais en écoutant bien cette vidéo, vous comprendrez un peu à quoi est-ce que ça peut vous servir les bandes de Bollinger. Donc,
Si on rajoute de l'écart type, des niveaux d'écart type sur un VWAP, c'est très simple, on a juste les niveaux d'écart type du VWAP. D'accord, ça n'a pas de nom, mais le principe reste le même. Donc, de mesurer le niveau de dispersion d'une série statistique. D'accord, dans le but, éventuellement, d'espérer des retours à une moyenne plus logique et plus acceptable. D'accord ? Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, je préfère conserver un petit peu mes secrets, mais là, je vous ai donné des très bonnes pistes de réflexion pour structurer vos stratégies et éviter de faire des conneries. D'accord ? De plus, quand on se rend compte que plus un prix a un niveau d'écart type par rapport à sa moyenne qui est élevé, moins il est une bonne affaire, d'accord ? Donc, moins ce prix est une bonne affaire. Normalement, quand vous avez compris ça, vous allez essayer d'éviter tout simplement le FOMO, d'accord ? Donc, le Fear of Missing Out, c'est-à-dire quand vous êtes en train de traquer, de regarder depuis un petit moment un stock ou que sais-je, eh bien, quand vous voyez que ça commence à monter très fortement, vous allez vous dire « Ah ouais, moi, je veux acheter ». Mais vous avez bien compris que c'est pas logique, d'accord ? C'est pas logique parce que ça va à l'encontre des bonnes pratiques qui sont tout simplement de chercher des prix qui sont meilleurs que la moyenne, pas qui sont stratosphériquement au-dessus de la moyenne, d'accord ? Essayez toujours de vous dire, si vous étiez un marchand dans la vie réelle avec des vrais produits, est-ce que ça vous semblerait logique, d'accord ? C'est la même chose dans le trading. Donc, je l'ai déjà dit une fois, mais celui qui est le mieux placé dans le carnet d'ordre gagne, d'accord ? Et il faut éviter d'avoir des stratégies qui maximisent vos probabilités d'avoir un prix par rapport aux autres investisseurs qui est un prix qui peut être le prix le plus haut. Tu vois, quand tu es à l'achat, tu ne veux pas avoir le prix le plus haut, tu veux avoir le prix le plus bas. D'accord ? Donc voilà, j'espère que la vidéo vous sera utile et que tout simplement, vous allez pouvoir vous servir de VWAP. Ah, j'ai encore un truc que je voulais vous dire. Le VWAP, en règle générale, sur Sierra Chart en tout cas, vous pouvez le faire commencer à une période, alors que la moyenne mobile, elle va toujours prendre en compte les 20 dernières périodes. D'accord ? Un VWAP, c'est simple. Vous prenez un VWAP une semaine, il commence il y a une semaine, et au bout d'un moment, il s'arrête et il se réinitialise toutes les semaines. D'accord ? Si vous ne voulez pas ce phénomène-là, et que vous voulez que le VWAP se calcule en permanence en temps continu, ça c'est un peu complexe, mais je sais qu'il y en a à qui ça va servir, parce qu'il y a quelques personnes qui ont quand même un gros niveau qui suivent cette chaîne. Donc pour ceux qui sont intéressés par avoir un VWAP qui est tout le temps calculé en temps continu sur la même période, d'accord ? Donc qui ne se reset jamais, eh bien tout simplement, vous créez un volume profile sur les périodes qui vous intéressent. Donc par exemple, volume profile, on va dire sur 20 jours. Donc vous prenez un volume profile 20 périodes en daily et vous calculez le VWAP sur ce volume profile, d'accord ? Comme ça, il sera toujours en temps continu sur les 20 derniers jours et actualisé à chaque seconde, d'accord ? Il ne va pas se reset au bout de quelques jours, puis recommencer, d'accord ? Et je vous invite d'ailleurs à voir la différence entre le calcul du VWAP sur ce volume profile 20 périodes et la moyenne mobile sur la même période. Et vous allez voir que tout simplement, c'est des valeurs qui sont absolument différentes du fait de la pondération par le volume. D'accord ? Et c'est très important de pondérer par le volume parce que tout simplement, on n'a pas envie d'accorder une trop grande valeur à quelque chose qui, tout simplement, à un prix où les gens n'ont pas été intéressés de transacter à ce prix. D'accord ? Voilà. J'espère que la vidéo vous aura été utile. C'était une grosse introduction au VWAP, à une petite comparaison avec les moyennes mobiles. Pensez à liker la vidéo si vous avez kiffé, vous abonner. Si vous avez des choses à me dire en commentaire, n'hésitez pas à commenter la vidéo. J'ai pour habitude de répondre aux questions d'à peu près tout le monde. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous souhaite de la réussite dans votre trading ainsi qu'une bonne soirée ou une bonne journée selon quand vous avez regardé la vidéo. À bientôt, ciao ciao, c'était Tonio pour Road to Wall Street.